je me présente, moi je suis Sophie Peigné, infirmière de formation initiale depuis 17 ans déjà, et équithérapeute formée par la Société française d'équithérapie depuis 2010. Avec Caroline Ragon, qui se présentera après, on a voulu réfléchir sur les différents réseaux, groupes auxquels on a voulu s'associer, participer pour voilà, réfléchir, échanger sur nos pratiques. Je vais commencer parce que j'ai réfléchi en fait aussi à pourquoi on avait besoin de rejoindre un groupe comme ça, pourquoi on avait besoin de se rassembler. Et je vais vous parler de mon expérience en fait de participation à un groupe qui était plutôt formel. Alors, pour voir un peu la différence, parce qu'il y a plusieurs façons de se regrouper, soit de manière formelle, soit de manière informelle. Donc, pour reprendre rapidement un peu les différences entre les deux groupes, le groupe formel, en fait, il va se constituer de manière structurée. C'est ce qui va le caractériser. Il y a souvent un référent qui va coordonner ce groupe, composé de plusieurs membres. La structure, elle est souvent un peu rigide. On doit adhérer à un organisme fédérateur, adhérer à un règlement. Et le but est de réaliser un objectif commun. Voilà. Donc ça va être un groupe de travail, par exemple, donc pouvoir travailler sur un objectif commun. Le groupe informel, par contre, lui va se constituer hors d'un cadre organisé. Et en général, c'est un contexte qui est beaucoup plus spontané, voire amical. Et ce qui va nous regrouper, c'est le partage de mêmes sentiments, de mêmes intérêts. Voilà. Alors, j'avais mis voilà, une petite image reprenant un peu les étapes de développement d'un groupe. Soit c'est un groupe formel, on va le former et chercher des personnes qui pourraient intégrer le groupe, soit on se pose la question de « Ah tiens, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes » et on va chercher ces autres personnes qui ont un intérêt commun. On s'assemble ou on recrute. Une fois qu'on est en groupe, on va essayer de structurer un petit peu ce groupe et de le rendre efficace. Et puis, il peut arriver qu'il y ait des événements qui vont soit suspendre le groupe, soit le dissoudre. Pour ma part, donc j'ai fait partie, je ne vais pas, intentionnellement, je ne vais pas nommer ce groupe, hein. Je vais juste parler de mon expérience. J'ai fait partie d'un groupe donc plutôt formel, qui était un groupe de réflexion, pour lequel il fallait écrire une lettre de motivation pour pouvoir entrer dans ce groupe. Il y avait une demande d'adhésion au groupe, à l'organisme fédérateur et à son règlement. C'est important parce que c'est comme ça que les groupes formels fonctionnent. Et donc un engagement à participer mensuellement à une réunion qui durait à peu près 2 heures en soirée. Au cours de ce groupe, donc on s'est réunis à peu près pendant 1 an et demi. Les principaux thèmes qui ont été abordés, c'était surtout les notions de cadre thérapeutique. Donc, qu'est-ce qui faisait que notre activité, notre action entrait bien dans un cadre thérapeutique. Et également, on s'est beaucoup questionné sur la condition animale et la place qu'on donnait justement à l'animal dans notre intervention. Donc ça rejoint bien tes questionnements, Lisa. Ce groupe était composé de professionnels de la médiation animale. Donc ça, c'était un choix personnel de participer à un groupe qui était un petit peu plus large que la médiation équine pour un petit peu
me décentrer en particulier du débat équithérapie, équitation adaptée que vous connaissez tous, et pouvoir se concentrer vraiment sur la médiation thérapeutique. Il y avait 5 membres qui composaient ce groupe, dont 3 quand même pratiquant avec le cheval, et de formations différentes. C'est-à-dire qu'on était certaines de la Société française d'équithérapie, d'autres de la FENTAC. Voilà, c'était intéressant justement ce regroupement d'écoles différentes. Il y avait 2 référentes en fait dans ce groupe qui étaient psychologues de formation initiale. Et alors, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est que il y avait certaines personnes qui pratiquaient sur le terrain et d'autres qui étaient encore en formation ou en projet. C'est un groupe qui a été créé en septembre 2014 et qui a été dissous récemment. Petit groupe, si une personne, voilà, il y a 1 ou 2 personnes qui ne peut plus continuer, voilà, après le groupe se réduisant, on a été obligé de le dissoudre. Les questionnements que ça a suscité pour moi, mais en fait finalement pour l'ensemble des membres, c'était voilà, au cours de ces différentes réunions, qu'est-ce que je recherche personnellement au sein d'un groupe? Voilà, quelles sont mes attentes? Ensuite, il y a une question qui est plus globale, qui concerne le groupe en lui-même. Quelle est la finalité? Vers quoi? Quel est notre objectif? Et également, puisqu'il est affilié à un organisme, qu'est-ce que ce groupe peut apporter à cet organisme? Souhaite-t-on élargir ce groupe? Et comment on l'élargit? Alors, on s'est rendu compte que les règles de fonctionnement, donc on les avait établies, ce petit groupe de 5, d'une certaine manière, avec une fréquence. Voilà, c'est nous en fait qui avions défini la fréquence, le lieu, et ça a rendu très difficile en fait l'intégration de nouveaux membres, parce que finalement ça correspondait pas, c'était compliqué, trop souvent, trop loin. Les attentes, on s'est rendu compte que les attentes des membres, au final, étaient différentes. C'est-à-dire que, et alors certainement liées au fait que certains pratiquaient, d'autres ne pratiquaient pas. Donc il y en avait qui étaient plus en recherche d'apports théoriques, de réflexion clinique, enfin de réflexion plutôt théorique, et d'autres qui étaient dans une attente d'analyse de pratique, besoin de parler du quotidien de leur séance, de pouvoir échanger sur la pratique, voire même d'aller jusqu'à la supervision. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, la poursuite du groupe est très vite remise en cause s'il y a un arrêt du référent, ça c'est évident, mais même de n'importe quel membre du groupe, parce que voilà, la dynamique de groupe se fait aussi entre les membres. Alors en revanche, moi ce que j'ai pu apprécier dans le fait de participer et d'appartenir à un groupe, c'était d'une part de ne pas travailler seul, ça me paraît très dangereux de travailler seul, d'exister professionnellement, d'appartenir à un réseau professionnel forcément, développer son activité, ça va aussi avec le fait de ne pas travailler seul. À partir du moment où on est reconnu dans un réseau, ça permet aussi de pouvoir comment dire, se renvoyer des demandes, ou que des personnes disent voilà, je connais une consoeur, donc développer son activité. Enrichir sa réflexion au travers d'une discussion réelle. Donc ça, c'est le fait de pouvoir se retrouver, se rencontrer, prendre le temps autour d'une table, de se poser. Voilà, ça donne une richesse dans les échanges, au-delà des écrits, enfin, de par les interactions visuelles et physiques aussi, qui est, à mon avis, très importante
rechercher une cohésion dans la profession. Donc ça, c'est de pouvoir avancer dans la réflexion, de voir que, ça reprend ce que tu disais en fait Nicolas au début, hein, de voir qu'on est de formations différentes, de pratiques différentes, mais qu'on peut se regrouper quand même dans un objectif commun qui est quand même la médiation. Alors moi je suis quand même dans la médiation thérapeutique, hein, mais voilà, la médiation thérapeutique en utilisant le cheval, l'équidé. Et puis, ce qui était aussi assez... un des avantages du groupe formel, c'est que on garde une trace écrite de ces rencontres. Ça permet de pouvoir revenir dessus. Voilà. Je vais laisser la place à Caroline. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Ragon, je suis équithérapeute, on est de la même promo de la SFE toutes les deux. Et donc pareil, j'exerce depuis 2010. Donc moi je vais vous aborder un peu plus rapidement apparemment pour un groupe de travail informel. Alors informel, là pendant que Sophie parlait, je me disais mais est-ce que le fait que ce soit via Internet fait que c'est informel, ou est-ce que le fait de se rencontrer donne un formalisme plus important? Franchement là c'est une question à laquelle c'est une question que je me suis posée et je n'ai pas la réponse pour le coup. Donc il se trouve que voilà, on est quand même un certain nombre à se poser des tas de questions sur le métier, comment on exerce, tout ça. Et plutôt que de rester effectivement tout seul dans son coin à se poser des questions, comme on se connaissait, on s'est dit bah tiens, on va faire un groupe Facebook. Et voilà, on a créé le Café Équithérapie, qui est, comme vous le voyez, un groupe fermé. Alors, ce contexte-là, c'était effectivement des gens qui se connaissaient déjà, qui étaient issus du même parcours ou de la même formation, soit en tant que formateur, soit en tant que stagiaire, et qui étaient plus ou moins actifs déjà sur Facebook, parce que forcément c'est un média qui ne parle pas à tout le monde, mais qui a des avantages et des inconvénients. Mais bon, ça c'était déjà le média. Facebook, c'est quelque chose qui permet de créer des pages et des groupes très facilement, avec pas mal de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Il y avait d'autres choses, hein. Il y avait Google, il y avait des groupes Google, il y avait des groupes des groupes d'un peu de tout. Voilà, ça c'était facile et on n'a pas cherché trop la complication. Au sein du Café Équithérapie, je vais vous présenter en fait 3 groupes. Un premier groupe qui est le Café Équithérapie, qui a été créé par... on a fait tout ça ensemble. Il y avait Nicolas, il y avait Sophie, il y a moi. Enfin, ce groupe est toujours actif. Émilie. Il y a Émilie aussi, bien sûr. Il y a Émilie. Voilà, il y a des gens... il y a qui aussi? Oui, il y a quelqu'un de... Oui, Caroline Magne. Enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de gens qui ont un peu le point commun, j'allais dire, de travailler en Ile-de-France. Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui ne travaillait pas en Ile-de-France et... qui était intégré au groupe. Donc en fait, les questions, vous allez voir, sont des questions d'ordre général qui vont vous parler, je pense, à toutes et à tous. À commencer par exemple par, je les ai mises un peu, pas dans un ordre particulier, enfin c'est un peu comme ça que c'est venu. Donc il y avait une première question qui était sur la protection sociale. Voilà, je commence mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, je me retrouve au RSI. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai toujours une protection sociale? Est-ce que le RSI m'a bombardé direct sur le régime social des indépendants? Si j'ai une activité en tant que salarié par ailleurs, comment je me débrouille avec ces différents paramètres et tout? Ça, c'est une question qu'on se pose et qu'on s'est posée ne serait-ce que tout à l'heure avec Delphine, voilà, qui a créé son activité d'auto-entrepreneur et qui d'un seul coup se retrouve non plus au régime général de la Sécu, mais au régime social des indépendants. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, voilà, c'est intéressant que ceux qui sont passés par là puissent échanger avec ceux qui viennent de se retrouver dans cette situation-là. On a évidemment aussi les fameuses questions de mutuelle, où les clients nous posent des questions de, voilà, est-ce que l'équithérapie s'est pris en charge par la Sécu? Non, bon, ça va vite à répondre. Et est-ce que certaines mutuelles prennent en charge ça? Ben oui, apparemment, il y a des clients, des patients qui ont une prise en charge. Lesquels? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se refiler les noms des mutuelles qui sont aptes à prendre en charge les séances ou pas?
Ça, si on n'échange pas, on ne peut pas le savoir. Hein. Il y a aussi des questions de facturation. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des questions très pratico-pratiques où moi, j'ai jamais eu le problème d'un conseil général qui me demande les facturations en 3 exemplaires. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Quelles sont les suggestions? Enfin, voilà, c'est très... je pense que chacun va se retrouver dans ces questions-là. Mode de paiement, ben, moi, j'ai jamais eu des gens qui m'ont demandé si ils pouvaient payer en CESU, en chèque emploi service universel. Par contre, j'ai eu récemment une patiente qui m'a demandé si j'avais un numéro ADELI et que ça pouvait intervenir effectivement pour la prise en charge des séances par sa mutuelle. Bon, ben ça c'est intéressant de savoir que le numéro ADELI, ça peut être un plus. Ceux qui ne l'ont pas, essayez de le demander. Voilà, Sophie avait une question aussi par rapport à la fameuse prise en charge par l'assurance des séances, sachant que certains directeurs ou directrices de centres équestres demandent à ce qu'il y ait une attestation de l'assurance. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est quelque chose de pertinent ou pas? Ben voilà, ça peut être intéressant de discuter de ça. Oui, ben, du coup, Sophie me dit que cette question-là, elle a été vite résolue. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de partenariat avec cette pas eu de partenariat avec cette écurie, ce qui n'est pas étonnant. Enfin, bon, ça, on va pas en discuter aujourd'hui, mais chaque question mériterait une discussion pleine et entière avec un retour d'expérience de la part de chacun. Mais voilà. Ben, on a des questions de température. Ça, on travaille dehors, donc il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on fait? Il fait trop froid, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Est-ce qu'on n'annule pas? Voilà, est-ce que, en fonction de tel ou tel patient, qu'est-ce qu'il va pouvoir supporter? Je lui ai déjà proposé 3 fois de faire la douche avec le cheval. Est-ce que je fais une 4e fois? Est-ce que j'arrive à trouver un... Parce que nous, le samedi, enfin, moi, le samedi, je travaille dans un endroit où il n'y a pas de manège. Donc, comment est-ce qu'on se dépatouille? Il pleut des cordes, je fais quoi? Ben, voilà, toutes les solutions de repli, ça peut être intéressant d'en discuter. Qu'est-ce que j'avais comme question? Ah oui, moi, maintenant, vous savez que j'ai des gros problèmes de genoux. Donc, en l'occurrence, j'ai eu des problèmes avec ça. Comment je me débrouille concrètement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes? Je suis enceinte, je fais comment voilà, qu'est-ce que ça fait? Moi, je sais que quand j'ai eu ces gros problèmes de genoux qui, malheureusement, ne s'arrangent pas, eh bien, comment je me dépatouille pour gérer mes séances avec ça? Enfin, voilà, je me suis cassé le bras. Comment je gère les réactions des patients par rapport à ça? Est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas, plus participer. Il se trouve que j'ai une séance où la maman est là tout le temps parce que le patient est assez particulier. Enfin bon, voilà. Du coup, j'ai fait participer la maman un peu plus. Mais du coup, ça change le cadre thérapeutique. Comment je me débrouille avec ça? On a vraiment des questions super pratiques, quoi. Je suis dans un manège où il n'y a pas de possibilité d'arriver avec un fauteuil roulant ou avec quelqu'un qui ne marche pas bien. Comment j'aménage le cadre de travail pour ça? Donc, toutes ces discussions, voilà. Alors après, au-delà du café équithérapie, il y a évidemment des tas d'autres groupes Facebook qui traitent de la thérapie avec le cheval. Celui-là, bon, moi j'ai intégré celui-là parce que c'est toujours un peu par cooptation. Hein. Ça veut dire, je connais quelqu'un qui m'invite à participer à ce groupe-là. Ce groupe-là, il intègre des questions qui ne sont pas dans le café équithérapie, parce que le café équithérapie, il n'y a pas d'étudiants, par exemple, ce qui n'est pas le cas de ce groupe de thérapie avec le cheval. Et donc, du coup, on se retrouve avec des questions qu'on retrouve absolument tout le temps, sur, par exemple, les formations. Voilà, les comparatifs de formation, IFEC, SFE, FENTAC, machin, que sais-je, voilà. Est-ce que telle formation est plus adaptée à ce que je recherche ou pas? Voilà, ça, on a ces questions-là. Voilà, on a encore des étudiantes qui recherchent des stages, beaucoup d'étudiantes en psycho. Bon, moi, j'ai beaucoup de demandes. Enfin, ça dépend. Maintenant, je pense que ça doit commencer à se savoir que je ne peux pas prendre de stagiaires parce que j'ai beaucoup moins de demandes de stagiaires. Donc, mais ces demandes-là, il faut bien que les stagiaires, elles les fassent quelque part. Et donc, voilà, on a des questions à ce niveau-là. On a aussi des gens qui ont des enquêtes en cours, des étudiants, voilà.
Et j'accélère un peu parce que je crois qu'on n'est pas trop... Ça va? Je suis pas obligée de faire speedos. Ok, c'est cool. On retrouve à nouveau ces questions d'assurance qui sont vraiment récurrentes. Alors, on pose souvent des questions qui sont dans le choix de l'assurance. J'ai pas eu, enfin, peut-être que vous en avez eu, on verra pendant les échanges, des problèmes avec des assurances. Genre, j'ai eu un problème, j'ai une cliente qui s'est fait une fracture pendant une séance. La Sécu se retourne contre mon assurance. Ben oui, et mon assurance fait « Ah ben non, ça marche pas, débrouillez-vous ». J'ai jamais eu ces histoires-là. Je serais assez contente qu'on puisse avoir des échanges sur des problèmes qu'on a eu avec des assurances, puisque en l'occurrence, on n'en a pas eu. Ben, tant mieux, hein, après tout, si on n'a jamais eu le cas d'une assurance qui vous lâche, c'est que finalement, ça tient de toute façon. Alors, on a cette question-là, qui a l'air de rien, qui est une petite question là en bas à droite, mais sur laquelle on pourrait passer un colloque entier de, voilà, est-ce que je dois tenir le poney pendant les séances? Oui, non. Comment je fais pour travailler l'autonomie avec les patients si je tiens le cheval? Eh ben, moi, je ne sais pas. Quel risque je suis prête à prendre en mettant tel patient à cheval alors qu'on me dit que, oh, mais non, c'est une folie de le mettre à cheval. Enfin bon, voilà, qu'est-ce que ça représente de gérer les risques? On travaille avec des chevaux. Si on se dit qu'on prend 0 risque, eh ben, on reste dans un bureau et puis c'est tout. Voilà, non mais c'est vrai. Alors, toi, tu disais, par exemple, que voilà, partir avec un cheval tenu en main à l'extérieur du manège, eh ben, il y a des gens à qui on a demandé d'avoir une ATE. Ok, super. Ben, accompagnateur de tourisme équestre. Accompagnateur de tourisme équestre. Bon, alors, les seuls qui sont vraiment peinards de chez Peinard, c'est ceux qui ont BPGEPS donc, et qui ont une formation d'équithérapeute. Là, c'est Royal au Bar, on n'a pas de problème. Mais pour tous les autres, eh ben, c'est quand même la majorité. Comment est-ce qu'on se dépatouille? J'avoue franchement qu'il y a des fois, moi, ça me casse les pieds à tel point que je me dis, bon, bah, je vais arrêter le travail, et puis tant pis, quoi. Même de mettre... Enfin, là où moi, je suis le plus à l'aise, qui est de mettre des chevaux en liberté en présence de patients qui ne sont pas à cheval. Mais il y a des fois, effectivement, on peut se dire, ben oui, les gens du centre équestre, ils peuvent dire, ah ben non, 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 il faut qu'il y ait une monitrice à côté. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de la monitrice? Enfin, franchement, voilà, on peut avoir des tas de problèmes à ce niveau-là. Voilà. Et alors, ces groupes-là, ils sont aussi faits pour avoir des échanges tout bêtes sur les médias. Voilà, on a un superbe article qui parle de l'activité de Sophie avec... ben pour une fois qu'il y avait un super article, c'est des fois... Oui, il y a des erreurs aussi dedans. Il y a des erreurs, donc c'est pas un super dans tous les articles, on trouve des erreurs. Tous les articles, il y a forcément des trucs qui vont pas. Et, mais bon, cet article était quand même relativement sympa. Ouais, voilà. Il y a aussi des infos agenda, genre, voilà, il y a une soutenance en direct avec la Nouvelle-Calédonie. Bon, ça peut intéresser des gens d'avoir ça. Et alors, de manière, je suis aussi dans un autre groupe plus large où je retrouve des gens qui sont du café équithérapie, qui sont de thérapie avec le cheval ou pas. Et ça, ce groupe-là, lui, il est beaucoup plus large, mais c'est toujours un groupe fermé, hein, vous remarquez. Je déconseille fortement de faire des groupes Facebook ouverts parce que il se trouve que je travaille par ailleurs sur Internet et que Internet, bon, je connais bien les intérêts, les avantages, etc. Un groupe ouvert, c'est ouvert aux trolls. Hein, donc, je vous déconseille forcément les trolls qui sont quand même des gens assez embêtants à gérer. Oui, dans les groupes fermés, mais bon aussi, mais bon voilà. Et on retrouve à peu près, on retrouve aussi les mêmes, questions, mais aussi les mêmes informations. Des fois, on a sur les trois les mêmes informations. Des fois, on a des trucs différents. Ça, le truc sur Cheval Espérance, je l'avais pas vu ailleurs. Ce groupe de médiation animale, il est évidemment pas réservé aux médiateurs avec le cheval. Et il y a beaucoup, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de gens qui travaillent avec le chien. Moi, ça m'a vraiment donné envie de travailler avec le chien. Sauf que, pas de chance, j'habite à Paris. Donc, avoir un chien dans un appartement à Paris, pas sûr que ce soit une super idée de... Bon, après, voilà, ça m'a quand même donné envie de poursuivre là-dessus, et notamment peut-être avec des chiens guides d'aveugles, parce que je sais qu'il y a des familles qui... Enfin, bon, bref. Voilà, ça me donne très envie de continuer là-dessus. Et notamment quand mes genoux seront tellement pourris que je ne pourrai plus travailler avec les chevaux.
Il y a aussi voilà, des trucs avec des gens qu'on connaît par ailleurs, sur des soirées théâtre, des trucs comme ça. On retrouve effectivement des trucs qui sont d'ordre très 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 général, et c'est là qu'on voit que plus on s'éloigne de groupes spécifiquement sur l'équithérapie, plus on a des questions qui sont très très générales sur la médiation équine. Là, moi, je n'ai mis dans mon PowerPoint que des questions traitant de la médiation équine, parce que voilà, on ne va pas se remettre dans des questions sur les chiens, c'est pas le propos ici. Voilà, on a vraiment des questions très 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 générales qui sont en général, qui sont posées par des gens qui sont pas du tout dans le circuit, qui sont assez souvent jeunes, qui sont des gens qui ont 18-20 ans, voire qui sont en troisième. Ce qu'ils feraient comme profession. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça peut être des gens qui sont vraiment très très jeunes, qui sont en troisième, en seconde, enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et voilà, qui se pose à nouveau des questions sur les formations et plus spécifiquement sur les formations courtes, voire très courtes, qui sont dispensées un peu partout, avec un problème sur qu'est-ce que vaut cette formation-là dans le choix d'une activité professionnelle ultérieure. Ça, c'est vraiment un problème. On a aussi des fois des emplois, bah oui, ça arrive, c'est très très rare. Mais il y a des gens sur ce média-là, sur ce groupe-là, qui demandent des intervenants. Alors ça, je ne l'ai pas vu dans Thérapie avec le cheval. Ça y est, c'est fini? Bon, flûte alors, il va falloir que je close. Donc on a aussi des gens qui posent des questions, des gens qui sont sur des retours d'expérience dans des milieux spécifiques, et des gens aussi qui donnent des chevaux. Parce que voilà, ça c'est le truc assez particulier. J'ai un cheval, il a 18 ans, je ne peux plus m'en servir pour monter à cheval. Ben, pour ne pas avoir à payer la retraite, boum, je vais le donner à des gens qui vont s'en occuper en équithérapie. C'est bien connu que les vieux chevaux font de l'équithérapie et pas autre chose. Voilà, donc les modes de fonctionnement de ces groupes-là, ben, j'en ai déjà parlé un petit peu, on a déjà parlé pas mal, et je sens que je vais devoir arrêter rapidos. Et ben voilà, merci de votre attention.